Allez, c'est parti, bonsoir à tous. Le 16e numéro du Montpellier Sport Club, votre émission sport sur la ville et la métropole de Montpellier. Ça fait 16 fois déjà que je passe mes mercredis soirs avec Benjamin Psaume. Et je peux vous garantir que c'est long et qu'il est temps que ça s'arrête. On est ce soir avec Lenny Nouchi, capitaine du MHR. Bonsoir Lenny. Bonsoir tout le monde. On est aussi Benjamin Psaume, bien sûr, je l'ai dit. On est aussi avec Julien Landry, correspondant RMC à Montpellier et dans la région. Salut Jus. Salut à tous. Salut Juju. Ravi d'être avec toi. Le MHR ce soir à l'honneur. Dernier gros club dont la saison à Montpellier n'est pas encore tout à fait terminée. On va parler de ça, du dernier match évidemment face à Clermont. Ce sera ce week-end avec de l'enjeu. Match que Lenny ne disputera pas car blessé. On va aussi en parler. Lenny, tu n'as que 20 ans. Je commence avec ça. Mais tes partenaires te surnomment l'ancien. Est-ce que c'est parce que tu es déjà vieux ou est-ce que c'est parce que tu es extrêmement mature? Non, je pense qu'il y a un peu des deux, mais quand je suis arrivé au club, je crois que j'avais 17 ans et j'avais eu une hernie discale. Et du coup, pendant 8 mois, j'étais bloqué du dos et ça y est un peu joué. Ma paire de cheveux y est un peu joué. donc c'est devenu un peu mon surnom là-bas. Ouais. Les cheveux, c'est parce que quoi? Il y a un début de. Ouais, je commence à les perdre. Ouais, je les ai bien calebasse. Mais je le camoufle bien, ça se voit pas trop à l'écran. Ouais, franchement, en visio, c'est parfait. Hein. Ouais, je me suis bien coiffé. En fait, il faut faire des streams. Faut pas qu'il aille ouvrir les rideaux, quoi. Ouais, c'est ça. Faut pas faire la clim. Bon, Lenny, malheureusement, tu es blessé. Ça t'a pas empêché, évidemment, de faire une grosse saison. Tu viens de te blesser récemment, entorse au genou. Quel est un peu ton calendrier, ton protocole, ton retour? À quoi doit-on s'attendre et à quoi dois-tu t'attendre, toi? Bah bon, mon calendrier, pour l'instant, il n'est pas encore entièrement établi parce que ça fonctionne aussi en fonction de mes sensations. Mais normalement, dans la logique, ce qui est prévu, c'est voilà, j'enlève la telle dans 2 semaines et après, je reprendrai petit à petit le rugby tout en étant adapté pour qu'à la reprise de la saison, je sois à 100% avec les mecs. Lenny, bon, Lucas, c'est un coup vas-y, Jules. J'allais dire, Lenny, on avait beaucoup parlé de toi pour cette tournée en Nouvelle-Zélande. Tu faisais évidemment partie des joueurs que Fabien suivait. J'imagine que c'est, au-delà de ne pas terminer la saison avec le MHR, c'est le gros point noir aussi pour toi de ne pas pouvoir aller faire cette tournée en Nouvelle-Zélande parce que tu faisais à 95% partie des 42 qui partaient là-bas. Ouais, c'est vraiment frustrant de même pas postuler, quoi, de pas pouvoir mettre toutes les chances de son côté. Je sais que j'ai eu un début de saison un peu plus compliqué, mais je pense que je revenais très bien et de ne pas pouvoir, tous les efforts que j'avais essayé de mettre en place pour bien finir la saison, que ce soit avec mon club ou espérer partir avec l'équipe de France, il y a un peu tout qui s'est annulé sur ce match contre La Rochelle, donc forcément beaucoup de frustration, mais voilà, je pense qu'il y a eu d'autres joueurs qui ont eu des blessures à des moments un peu plus importants, donc je vais essayer de prendre mon mal en patience, travailler pour que l'année prochaine je sois prêt. C'est frustrant parce que c'est l'équipe de France, mais aussi parce que c'est la Nouvelle-Zélande, j'imagine. Oui, bon après, n'importe quelle nation qu'on aurait pu jouer, ça aurait été autant frustrant. Après, c'est vrai que voilà, une tournée en Nouvelle-Zélande, je pense que c'est incroyable. Si tous les finalistes, les prétendants finalistes veulent aussi y aller et les joueurs cadres de l'équipe de France veulent y aller, c'est que ça doit être incroyable. Donc oui, forcément, c'est frustrant. Mais après, on serait parti n'importe où, ça aurait été frustrant aussi. C'était une des questions de Marius là, sur X quand on avait annoncé l'émission, la Nouvelle-Zélande et donc cette entorse au genou. Est-ce que tu peux nous dire, Lenny, quelle est ta relation justement avec l'équipe de France sur une saison? Est-ce qu'il y a des échanges réguliers? Comment ça se passe avec le sélectionneur, avec le staff pour un jeune joueur comme toi? Les relations, elles sont en fonction de si tu appelles ou pas. C'est vrai que moi, la plupart du temps, j'ai des contacts un peu plus avec Laurent Sampéré parce qu'on a eu l'occasion d'un peu plus discuter et c'est lui qui prend le temps de m'appeler. Je pense qu'il se répartisse un peu les tâches pour les appels. Et après, voilà, quand tu es un peu pressenti ou quoi, je pense il m'avait appelé pour prendre un peu de mes nouvelles, comment je me sentais mentalement et physiquement. Et c'est un peu comme ça que ça se passe avant chaque rassemblement. Il essaye un peu de prendre de tes nouvelles, te sonder un petit peu sur ton état physique et mental pour s'il y a convocation, que tu sois à 100% avec eux.
Il y a Lucas sur le chat qui nous salue. Bonsoir à toi. Bonsoir à Mallette aussi qui dit Welcome Lenny, le futur du MHR. La Misk, Julie, Olive. Bonsoir les copains. Bonsoir à tous là qui débarquaient sur le chat avec Lenny Nouchi, le capitaine du MHR. Il y a un match donc ce week-end auquel tu vas pas prendre part face à Clermont. Match avec pas mal d'enjeux évidemment puisque l'idée c'est de finir dans le top 8 et de décrocher une place pour la Champions Cup la saison prochaine. Ça aussi, ça va être frustrant de pas être sur le terrain. Est-ce que le bilan de la saison dépendra de l'issue ou est-ce qu'on peut dire que globalement, vu d'où vous revenez, c'est-à-dire un match de barrage la saison dernière que tu avais disputé, c'est déjà satisfaisant, quoi qu'il arrive, de ne pas avoir joué le maintien une seconde saison d'affilée? Non, je pense que si on vient à perdre ce week-end, la saison ne sera pas réussie. On a eu un parcours un peu en dents de scie, mais on s'est, pendant un petit moment, un court moment, on s'est donné le droit de rêver au top 6. À un moment aussi, on avait un peu le feu au cul en jouant le maintien, mais voilà, on a quand même fait du très bon boulot. Et si on n'arrive pas à se qualifier dans le top 8, je pense que, enfin, pas que pour moi, mais pour tout le club et tous les joueurs, ça serait une saison loupée. Ouais. Bien sûr qu'il y a pas la pression du match de barrage comme l'année dernière, mais avec la saison qu'on a réussi à effectuer, avec les performances qu'on a réussi à sortir, si on ne se qualifie pas dans les 8, ça sera, je pense, une saison loupée. Le match de barrage la saison dernière, tu es quand même content de ne pas devoir en rejouer un, j'imagine? Ouais, surtout quand je vois les matchs de Pro D2, comment ils se jouent, ouais, on fait bien de ne pas le jouer cette année. Ouais. Ça fait du bien. Tu y repenses parfois à ce match où tu l'as mis aux oubliettes? Non, je ne repense pas dans les moments importants, mais c'est vrai que des fois, ça nous arrive d'en reparler avec des amis de ce match-là. Parce que je pense qu'on se dit que si on l'avait joué 10 fois ce match, on l'aurait sûrement perdu 9 fois. Donc on en rigolé un petit peu maintenant. Mais non, maintenant, on n'en parle plus tout le temps de la rigolade parce que ça a bien fini. Ouais, devoir sauver son club quand on a 19 ans, c'est une sacrée responsabilité. Ouais, c'était cool. Enfin, après, c'est les responsabilités qu'ils avaient essayé de me donner aussi. Donc, je les avais acceptées et je devais les tenir. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de pression autour de ça. Jules Andry, Benji, évidemment, vous intervenez quand vous le souhaitez. Il y a Marius qui est là sur le chat qui dit est-ce que ça n'a pas été trop compliqué de passer d'une saison à ne pas savoir si on joue le maintien au top 6, ne pas être fixé sur l'objectif réellement Est-ce que ça a été compliqué? Ouais, bah c'était plus motivant que compliqué parce que il y avait pas que nous dans cette situation. Je pense que là, Ouais. Lyon, Clermont, même La Rochelle, à un moment, ils ne savaient pas s'ils pouvaient aller dans le top 6. Nous, il y avait une paire de clubs qui quand ils gagnaient un match, ils voyaient viser le top 6 et quand ils perdaient le week-end d'après, on était proche du maintien. Donc, c'était plus une source de motivation, je pense, déjà de s'assurer de pouvoir jouer le maintien. Et après, non, je pense que c'était vraiment motivant d'essayer d'analyser ce top 6. Ouais. Denis, est-ce que tu réalises, alors tu l'as dit, tu as eu un moment un peu dur en début de saison. Tu avais d'abord eu le brassard d'ailleurs au début de saison, qu'ensuite Billy Vunipola a récupéré pour peut-être aussi t'enlever un peu cette pression. Mais est-ce que malgré tout, tu as l'impression de réaliser ta meilleure saison en top 14, d'avoir franchi un palier cette saison? On t'a vu étincelant sur certaines rencontres à traverser les pelouses. Est-ce que tu as l'impression de t'être enfin acclimaté à ce championnat et de réaliser la plus belle des saisons depuis que tu joues avec le MHR? Oui, bah, ça fait 3 saisons maintenant que je joue et en tout cas, c'est ma saison la plus complète. Quoi. Du coup, je finis avec 25 matchs, je crois, dans la saison et l'année dernière, j'en avais fait 15, je crois, avec Montpellier. Donc forcément, c'est une saison beaucoup plus complète qui prend aussi beaucoup plus d'énergie. Donc oui, en termes de rapport sur le terrain, je pense que c'est ma meilleure saison. Après, maintenant que je sais, comment est longue une saison du top 14, il va falloir que je me prépare un peu plus pour être beaucoup plus constant tout au long de la saison. Elle a été satisfaisante aussi, j'imagine, cette saison d'un point de vue personnel, avec ce staff montpelliérain. Le groupe a été régénéré, et puis surtout un staff, tu en as déjà parlé, qui est l'ADN de Montpellier. On est sur voilà, des anciens joueurs, du local. Ton ancien formateur, Johan Codulot. Oui, bah, forcément, c'était un peu ce qu'on avait demandé, nous aussi, les joueurs, à la fin de la saison dernière, parce que je pense que c'était un peu ce qui nous manquait aussi, d'essayer de trouver notre ADN au sein du club, donc d'avoir un staff 100% montpelliérain. Je pense que ça y a mis aussi un coup de boost. On pouvait plus se mentir déjà sur ce point-là, à dire qu'on n'avait pas d'identité. Et après, voilà, qu'on continue à travailler, qu'on continue à travailler. On part de tellement loin. C'est la première saison pour la plupart des coachs en tant que coach en pro. Donc même, je pense que pour eux aussi, c'était pas très simple de devoir s'acclimater à
à devoir gérer tout un effectif pro. Donc on travaille tous ensemble et si on arrive à se qualifier pour la Champions Cup, ça sera une saison réussie pour tout le monde. Toi, Lenny, tu n'as pas été totalement formé à Montpellier, tu as été dans d'autres clubs avant, tu as été à Béziers. Est-ce que cette identité montpelliéraine, il a fallu… Attends, il n'avait jamais perdu au stade de la Méditerranée. Depuis qu'on a dit ça, j'ai perdu, donc bon, on le dira aussi. Est-ce que cette identité, il a fallu aussi pour toi l'acquérir, la faire tienne, celle de Montpellier? Et qu'est-ce que c'est pour toi l'identité et l'ADN du club? Oui, moi, quand je suis parti de Béziers, Béziers, c'est l'ADN un peu du terroir, du village gaulois qui se bat contre les plus gros. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivé à Montpellier et que je suis arrivé dans une grande ville avec beaucoup de grands joueurs, tout ça, c'était un peu plus compliqué au tout début. Mais je pense que c'est aussi un peu ce que je recherche. Ce que recherche Montpellier, c'est d'essayer de trouver une ADN qui domine devant comme ils ont pu dominer les années précédentes, qui gagne ses collisions, qui domine devant et qui exploite les ballons quand il faut les exploiter, quoi. Donc c'est un peu ce qu'on a essayé de remettre un peu en place cette année, c'est de faire un très gros travail d'avant et essayer de faire exprimer les trois quarts le mieux possible. Lenny, ce qui est impressionnant, c'est que Bertrand disait on t'appelle l'ancien, mais tu fais partie de cette nouvelle génération, la dernière génération championne du monde de moins de 20 ans. Nicolas Deporter, Hugo Reus, Marco Gazzotti, Castro Ferreira à Toulouse. Comment vous faites pour avoir pris aussi vite la place d'anciens, justement? On a pendant longtemps dit que c'était difficile pour les jeunes de s'acclimater au top 14. On a l'impression que pour vous, cette génération-là, c'est très facile et que vous avez pris votre place de manière assez simple. Oui, déjà, on a eu un peu de chance que le quota GIF il soit réduit, il soit augmenté. Ça laisse un peu plus de place aux jeunes. Et après, je pense que ça se fait aussi naturellement. Quand je vois Baptiste Genot, qui est capitaine aussi avec Clermont, je pense que c'est des choses qui se font un peu naturellement. Et c'est vrai que quand on y repense, on avait un collectif vraiment impressionnant en moins de 20 ans qui prétendait déjà jouer à très haut niveau alors qu'on était quand même de 20. Donc, je pense qu'on est tombés tous la bonne année aussi pour être tous ensemble. Mais je pense que ça se fait aussi naturellement. Et moi, personnellement, quand je suis arrivé à Montpellier aussi, tous les anciens qui étaient dans le vestiaire, ils ont vraiment fait en sorte de très bien m'accueillir et essayer de m'inculquer aussi ce que était Montpellier. Donc c'est plus facile quand il y a des anciens qui mettent les choses en place pour les jeunes. Tu as été capitaine en équipe de France U20, vous avez été champion du monde. Tu as toujours été capitaine dans les équipes, y compris plus jeunes? Ouais, à Béziers, j'étais capitaine dans les catégories jeunes. Et au début, avec les moins de 20 ans, j'étais pas capitaine. Il y avait eu Emilien, Nico et Oscar, je crois, si je ne me trompe pas. Mais oui, dans les catégories plus jeunes, quand j'étais à Béziers, j'étais souvent le capitaine. Ouais. Et t'es quel genre de capitaine? Si t'es capitaine l'année prochaine, Lenny, il paraît que t'es pas très bon en anglais encore. On m'a dit que tu faisais pas trop tes cours d'anglais. J'ai commencé il y a 5 mois et j'ai fini il y a 5 mois. J'ai fait des cours, mais j'ai pas trouvé la motivation cette année. Peut-être l'année prochaine, on ne sait pas. Pour la Coupe d'Europe, il va falloir. Ouais, c'est ça. T'es quel genre de capitaine, toi, Lenny? Quel genre de capitaine? T'es un bavard? Ça dépend. Quand on était plus jeune, j'avais plus de facilité à parler que quand j'étais capitaine en pro pour la première fois ou même les fois qui ont suivi. Parce que moi, je trouvais que parler quand tu as 19 ans ou 20 ans dans un vestiaire pro, c'est compliqué. Ça peut être aussi mal vu, je pense. J'ai personne à corriger, ni j'ai besoin d'engueuler personne, surtout quand tu as 20 ans. Donc, j'essaie surtout de le montrer sur le terrain et quand il y a des mots importants à dire, j'essaie de les dire, mais la plupart du temps, je laisse aussi les anciens. Je sais qu'Yacoub prend beaucoup la parole, Yacouba Camara, Anto Boutier prend la parole aussi. J'essaie aussi de me délester un peu de cette pression de prendre la parole devant tout le monde. J'essaie plus de. C'est-à-dire, t'avais comme un syndrome d'imposteur. Tu te disais, je suis pas légitime à prendre la parole, à devoir parler comme ça, c'est compliqué. À des Yacouba, ça veut dire si dans le vestiaire, tu dois reprendre un mec de 30 ans ou 35 ans, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un de mes premiers matchs où j'étais capitaine, je crois que Paul Willemc, il avait joué. Et Copus Renac, je me suis dit, je vais pas aller engueuler Copus alors qu'il est 2 fois champion du monde. et moi, j'ai même balé et même pas le même match en pro. Donc, c'était un peu compliqué de prendre la parole, mais j'ai essayé du mieux que je pouvais. Et quand j'ai l'occasion de parler, maintenant, j'ai un peu plus de facilité à prendre la parole. Est-ce que ça veut dire que là, 75 sélections avec l'Angleterre, quand t'es Lenny Munky, numéro 8 et qui va remplir, par contre. Pendant les 3 premiers matchs, il y avait Billy et Stuart, je me disais, qu'est-ce que. En gros, c'est un cadeau empoisonné. Qu'à 19 ans, 20 ans, on te met capitaine d'une équipe comme ça avec des briscards.
Ça va pas être facile. Surtout l'année dernière, dans la situation dans laquelle on était, on avait un peu pris de court. Après, ça m'avait bien réussi parce que quand j'avais été capitaine, on avait gagné les 4 matchs d'affilée. Je crois qu'on avait fait ça une seule fois dans la saison, donc ça m'avait bien réussi. Mais c'est vrai qu'il a fallu vite s'acclimater à avoir une autre posture dans le vestiaire. Il y a Marius qui dit là sur le chat, avoir Hogg et Vanipola, justement, Vanipola à côté de soi, ça doit aider à se former en tant que capitaine. Il est quand même bien épaulé. Vanipola, oui. Ouais, ça aide. Bon, après, les deux, ils parlent anglais, donc cette saison, c'était un peu compliqué pour leur demander des conseils, mais ils font beaucoup d'efforts pour apprendre le français, donc c'est plus simple maintenant. Et ça veut dire que quand le coach est venu te voir en te disant c'est toi, c'est toi qui seras capitaine, t'as hésité, t'as eu une discussion avec lui, tu lui as dit mais attendez, vous êtes sûr? Non, j'ai pas hésité parce que c'est quelque chose qui me plaît quand même de base d'être un peu un leader de l'effectif. Donc non, je n'ai pas refusé parce que moi je considère que quand on me donne une mission, j'ai pas grand chose à dire et j'ai à écouter et essayer de faire de mon mieux. Donc quand Patrice Colazo qui avait décidé de me mettre capitaine pour la première fois, j'en avais un peu parlé à Yacouba Camara, un peu savoir comment lui il avait fonctionné les premières fois qu'il avait été capitaine, tout ça. Mais après, je l'ai pris avec aussi beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté. Pour en revenir sur le match de samedi, explique-nous en quoi c'est important pour vous de finir dans le top 8. On a longtemps parlé du top 6, d'accéder au barrage. On sait que pour vous, c'est fini. Mais explique-nous en quoi c'est important en vue de la saison prochaine d'aller chercher cette place pour la grande Coupe d'Europe et ne pas jouer la petite comme vous avez fait cette année. Oui, c'est important pour le club, pour le staff, pour les joueurs de pouvoir vivre aussi une grande expérience européenne. Moi, ça fait 3 ans que je suis au club et j'ai pas eu la chance de jouer toute une saison en Champions Cup. Donc, je pense aussi pour montrer que Montpellier au bas des ailes et recommence à grandir petit à petit. Je pense que c'est très important pour tout un club de jouer la Champions Cup l'année prochaine. J'ai Vinac là sur le chat sur X qui disait est-ce que le fait d'être coaché par Johan Codulo est pour toi une source de motivation supplémentaire à performer étant donné qu'il est que tu es passé par le centre et qu'en effet Codulo t'a un peu vu grandir ou émerger. Oui, c'est pas une source de motivation, mais oui, c'est sûr que pour parler avec lui quand on a un peu des petits désaccords ou que j'ai des petits problèmes, c'est beaucoup plus simple de pouvoir en parler avec lui, vu que c'est lui qui m'a récupéré à 17 ans pour me faire venir. Donc, c'est sûr que c'est plus simple. C'est plus simple pour moi quand j'ai des conversations à tenir avec lui, j'ai beaucoup moins de gêne que si c'était un autre manager, je pense. C'est lui ton premier interlocuteur à 17 ans, c'est lui? Oui, c'est lui qui avait appelé pour que je puisse rejoindre Montpellier. Parce qu'il avait joué avec papa à Montpellier, je crois qu'ils avaient un peu joué ensemble, donc ils se connaissaient déjà un petit peu, donc c'était plus simple. Bon, tu parles de... À l'époque où Johan était le directeur du centre de formation du MHR en provenance de Mont-de-Marsan avant de faire ses armes avec d'abord Jean-Baptiste Elissal et prendre ensuite les rênes du MHR. T'as dit avec papa, donc... je sens qu'il pleure sur le rugby, là. Il écoute, là, comme ça. Dans son coin, moi, tu sais, j'adore le rugby, pour une fois, mais je laisse les experts parler. Je laisse comme quand tu veux parler foot, tu vois, tu m'écoutes. Là, je laisse parler. Tu vois, non, mais là, je sais que tu es un expert, Bébert aussi. Benji, t'as été capitaine très tôt? Jamais. Parce que je n'étais pas un modèle du tout. Mais je pensais quand Lenny parlait, ça me faisait penser un petit peu à... J'en parlais Daniel. Avec Daniel. Daniel était capitaine à 19 ans. Daniel Congrès. Au TFC. Et au TFC, il était à 19-20 ans capitaine. Et il avait des Mauro Seto, il avait des anciens, des briscards. Et il m'expliquait que ce n'était pas facile parfois parce que tu as envie de dire des choses, mais tu as peur que ce soit mal pris par les anciens qui se disent voilà. Mais le fait d'avoir le brassard sur le bras, au foot, c'est un brassard. Le fait d'avoir le brassard, tu es quand même obligé vis-à-vis du reste du groupe d'intervenir des fois. Donc, des fois, en fait, ce qui se passe, nous, au foot, et je pense, Lenny, tu parlais de Yacouba et tout le monde, en fait, il y a un capitaine, il y a plusieurs cadres. Il y a 3-4 gars dans le vestiaire qui peuvent parler. Alors, lui, c'était le plus jeune, comme toi. Mais après, il y a les autres aussi qui l'aident. Vunipola. Tu n'étais même pas vice-capitaine, toi, Benji? Non, moi, j'étais 15 dans la hiérarchie. Moi, j'étais rien du tout. S'il ne restait qu'un mec pour parler, Benji. C'est toujours méchant. J'étais bien. Je passais une bonne émission. Je me régalais d'écouter Lenny. Tu viens, tu m'attaques. Comme ça, on va parler de ton niveau en régional 3 en Normandie. On va parler de tout ça. Lenny, il n'y en a jamais un qui t'a envoyé chier sur une remarque? Non, parce que
parce que j'ai jamais trop fait de remarques aussi personnelles envers les mecs. Moi, la plupart du temps, quand je parle, je me focalise surtout sur le collectif. Et, enfin, comme je l'ai dit, j'ai 19, 20 ou 21, c'est pas à moi de recadrer les mecs devant tout le monde. Je pense qu'il y a des mecs beaucoup plus. Ils sont plus habilités pour ça que moi. Et puis on imagine que Bernard, on n'en a pas parlé encore, mais on imagine que Bernard, de temps en temps, il doit venir recadrer quelques mecs à sa manière, avec ses mots. Bon, l'année dernière, quand il est arrivé, ça nous a un peu surpris. Il est arrivé, il tuait les mecs un par un après les matchs. C'est sa façon de faire, quoi. C'est comme il a toujours fonctionné, mais nous on était déjà au fond du seau et il est arrivé. Dès qu'on faisait des mauvais matchs, il nous plombait. Alors, cette année, il s'est un peu calmé. Enfin, il s'est un peu calmé parce qu'aussi on gagnait plus de matchs, mais voilà, enfin, ça se passe beaucoup. Enfin, ça se passe très bien. Et même si évidemment, alors nous on n'est pas dans le vestiaire, mais tout le monde connaît Laporte, tout le monde connaît Sagua, ils sont francs-parler, etc. d'extérieur, même extérieur au rugby. Mais est-ce que toi, ça a été quand même impressionnant de l'avoir face à toi et le premier jour où il a pété un câble, d'assister à ça? Oui, parce que moi je le connaissais quand il était coach à Toulon, donc je le voyais défoncer des Johnny Wilkinson et des joueurs comme ça. Et quand il arrivait dans notre vestiaire et qu'il nous défonçait à nous, on disait bon, nous, je sais pas si on est prêt pour subir autant qu'ils ont subi les autres. Mais ouais, c'était la première fois qu'il a commencé à être avec nous. Pour moi, c'était un peu surprenant. Ouais. Tu parles. J'ai Marius qui demandait aussi dans les questions là, qui disait bon, même s'il est encore très jeune, est-ce qu'il a dans un coin de la tête l'envie de faire comme Fufu et est-ce qu'il imagine faire toute sa carrière, être l'homme d'un seul club, le Francesco Totti pour Benji, Ouais, je sais pas, ça m'a jamais traversé vraiment l'esprit c'est pas un truc de savoir ce que je voulais faire dans le futur ou pas. Pour l'instant, je suis à Montpellier. La prochaine, je serai encore à Montpellier. Donc j'ai encore au minima une saison avec Montpellier. Donc j'essaie de profiter à fond. Et après, de ce qui se passera par la suite, j'ai largement le temps d'y penser. Et dans l'aspect, Lenny, dans l'aspect un petit peu progression de ton jeu sur le terrain, c'est quoi un peu les points que tu penses que tu dois améliorer un petit peu pour la suite de ta carrière? En janvier dernier, tu as dit qu'il fallait que tu fasses plus mal. Ouais, ça, j'ai réussi un peu plus à le faire sur la fin de saison. J'ai plus mal. Mais... Les 32 ans, Bertrand, il t'enterre. Hein. Moi, je te dis la vérité, quand j'ai vu la déclaration en préparant l'émission, j'avais entendu, mais j'avais oublié, j'ai revu aujourd'hui la déclaration en préparant l'émission. Je me dis, mais attends, après j'ai regardé ses mensurations, j'ai dit, mais il fait mal, forcément il fait mal. C'était pas forcément faire mal physiquement, mais c'était marquer l'adversaire sur des prises de balles ou des plaquages. Voilà, c'était pas que des percussions, c'était dans tout le jeu, savoir pouvoir blesser l'adversaire tout en jouant au rugby, quoi. Donc ça, j'ai réussi un peu le régler. Et après, avec Antoine Batut, on travaille énormément la touche, aussi la touche défensive. Donc je me suis amélioré sur cette fin de saison, mais je pense que ça doit être vraiment un domaine où je dois m'améliorer, et les courses aussi en ballon. Parce que c'est vrai que j'arrive bien à voir le jeu quand le ballon il s'approche de moi, mais quand il s'en éloigne un petit peu, des fois j'essaye un petit peu de me reposer. Donc en ce moment, c'est ce qui me reproche aussi. C'est ce qui me reproche aussi en ce moment. Ouais. C'est ce que je dois travailler, je pense. Malette qui dit là sur le chat, mieux garder le ballon aussi quand il marque un essai. J'ai marqué. Et il y a eu plus 5. Je ne veux pas en entendre parler. Contre Bordeaux, ça aurait été le scandale, parce que c'était l'essai de la saison. Quel match en plus, celui-là. Je ne suis pas passé loin de passer sur toutes les vidéos pour se foutre de ma gueule. Mais à l'arrivée, et tu marques des essais en effet, mais c'est évidemment pas ton rôle premier, puis c'est peut-être pas ce que tu préfères, mais c'est quoi, c'est quel domaine où tu prends le plus de plaisir, toi, sur un terrain? C'est quoi où tu prends ton pied vraiment? Benji, c'était faire des passes D, toi, c'est quoi? Non, moi, c'est vraiment les plaquages. Je me régale à défendre, et c'est vrai que depuis 3 mois, je touche aussi beaucoup plus de ballons. Bon, je savais que j'aimais toucher de ballons, mais en professionnel, depuis que j'étais arrivé en pro, j'avais jamais eu autant d'opportunités de pouvoir un peu bénéficier je sais pas comment on peut dire ça, mais dominer un peu l'adversaire avec le ballon. Donc je pense que ce que j'aime le plus, c'est le plaquage, mais depuis 2-3 mois, c'est toucher des ballons. Donc ça dépend de la période. En hiver, je préfère plaquer, et l'été, je préfère toucher des ballons. Terrain gras, dans la boue.
Il y a plein de questions là sur le chat. J'ai, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de, enfin, ton brassard de capitaine, chez Naclex là qui disait, est-ce que la partie relation avec les arbitres a été plus simple à gérer? Moi je trouvais, je pense que c'était que personnel, mais je trouvais que c'était compliqué d'aller leur parler parce que je trouvais que j'avais moins. J'ai le souvenir où on avait joué Toulouse, j'étais face à Thomas Ramos. Et j'avais la sensation que quand Thomas il demandait à parler à l'arbitre, il arrivait à lui parler. Et quand moi j'essayais d'aller lui parler, il ne m'écoutait pas, quoi. Donc il y avait quelques matchs où c'était vraiment frustrant parce que je pense aussi que peut-être que j'avais pas mon mot à dire sur les actions. Peut-être que j'allais le voir, peut-être pas au bon moment aussi. Donc il n'avait pas le temps de me parler. Mais sur les 3-4 fois où j'étais capitaine dernièrement, je trouve que j'avais plus de facilité à trouver les bons moments, surtout pour pouvoir lui poser des questions. Donc au début, c'était compliqué. Compliqué de devoir aller voir les arbitres, tout ça, mais là, ça va mieux. Il y a Julie qui dit, elle était capitaine, gardienne, Julie, et qui dit Benji, il était vice-attaquant. Elle n'était même pas vice-capitaine. C'est pas moi, Benji, c'est pas moi. T'as vu, t'as lancé un truc où tout le monde va me tailler maintenant. C'est incroyable. Est-ce que toi Benji, t'étais pas capitaine, mais tu parlais avec les arbitres? Ouais, moi oui, je l'ai été capitaine, je l'ai été un petit peu, je rigole, je l'ai été pendant une préparation complète, je l'ai été. Après, oui, je suis un calvaire pour les arbitres. Je suis un calvaire pour les arbitres. Ouais, je suis un calvaire, même là, à mon petit niveau maintenant, je suis un calvaire parce que je suis tout le temps à commenter après eux, à être avec eux. Ah, t'es pas un calvaire, tu les as défendus récemment. Oui, mais je te parle sur le terrain, vraiment, quand je suis tellement dans le truc et tellement compétiteur que je peux être usant pour les arbitres. Mais après, dans le respect, j'ai jamais insulté un arbitre, j'ai jamais pris le rouge. Une fois, j'ai pas fait exprès. Mais voilà, j'ai jamais. J'ai pas fait exprès, je l'ai blessé, c'est involontairement. Mais voilà, mais après, je vis tellement les matchs, les trucs. Au rugby, il y a quand même une pseudo-règle, je pense. C'est vraiment le capitaine qui a le droit de s'adresser. C'est une bonne règle, je trouve que c'est bien. Voilà. Nous, au foot, le problème, c'est que le capitaine parle, mais tu as les 10 autres gars qui parlent aussi. Tout le monde parle à les dirigeants. Les dirigeants, tout le monde. Donc, c'est vrai que le foot devrait prendre exemple sur le rugby, peut-être pour ça. Ce serait mieux pour les arbitres aussi, je pense. Et la sonorisation aussi, ce serait bien, comme au rugby. Mais aussi qu'il n'y ait que le capitaine qui puisse vraiment s'adresser. Parce que nous, tu vois, les matchs en pro, je me rappelle, on en avait parlé avec Cyril Jean-Charles, l'anecdote ou des choses comme ça. Tu vois, les mecs, un arbitre en pro, il devient fou aussi parce qu'il a 10 gars qui lui courent après avec l'enjeu, avec tout ça. Et tout le monde peut lui parler. C'est pas comme au rugby, ça. Ouais, Julie a dit non, mais je me suis trompé, elle n'est pas gardienne, elle était couteau suisse, elle dit mais jamais gardienne, je me suis complètement planté. Mauvais souvenir. Couteau suisse, c'est pas bon. J'ai même fait arbitre central et 2 touches. Non, parce que quand on dit couteau suisse, t'es partout et nulle part. C'est exactement ma théorie, t'es partout et nulle part au foot. Il y a Flo qui nous rejoint là sur le chat qui dit à qui est-ce Béziers. Et ouais, parce que tu es. lui, il est biterrois et toi, t'es un biterrois. T'es plus biterrois ou Montpellierin? Putain. Il y a Vincent qui va voir ce passage, on va dire que je suis Montpellierin. Non, je suis toujours biterrois, je vais toujours voir les matchs et tout ça, mais maintenant, non, je suis 100% Montpellierin. Je suis biterrois dans le cœur, mais 100% Montpellierin. Bien sûr. Il y en a Clex là qui disait, est-ce que l'exemple de réussite d'Arthur Vincent justement a été une motivation pour toi et les autres jeunes du centre de formation? Oui, Arthur, je pense que c'est un peu une source de motivation pour tous les jeunes qui intègrent le centre de formation à Montpellier. Il a commencé à jouer à 19 ans, je crois, ou 18 même. Il a plus de 20 sélections alors qu'il a 24 ou 25 ans, ou même plus, je ne sais pas exactement. Et il a un professionnalisme qui est au-dessus de la moyenne, quoi. Donc oui, c'est vraiment une source de motivation. Même mon frère qui était au Pôle Sport avec lui à Béziers me disait que Arthur était le premier à arriver à l'entraînement, le dernier à partir, et quand il y avait des exercices, c'est lui qui passait le plus de fois pour s'entraîner. Donc Arthur, c'est vraiment une source de motivation pour tous les jeunes qui intègrent le centre de formation. T'es le premier arrivé, toi, justement, ou? Non, je vais pas mentir. Moi, j'arrivais dans les premiers, mais pour balancer des vanilles. Il y a Flo, justement, là, qui est à Béziers, qui nous disait, qui te dit, Arthur, qui te dit sur le chat, c'était où? C'était là, qui dit Lenny, reviens à Béziers, s'il te plaît, pour faire monter ton club de cœur en top 14. Pour l'instant, je peux pas. On fait une carrière. À 33 piges à la rigueur. Mais là... pourquoi pas, ça dépendra de beaucoup de choses. J'ai Val aussi qui dit, est-ce que tu te vois continuer au poste de 3e ligne
Ou est-ce que tu espères jouer à un autre poste, troisième ligne centre, ou jouer à nouveau en deuxième ligne, ou voilà, est-ce que tu veux te fixer sur ce poste de troisième ligne L? Bah, moi, quand je suis arrivé à Montpellier, de base, j'étais que troisième ligne centre. J'avais jamais joué troisième ligne de ma vie quand je suis arrivé à Montpellier. Sauf que quand j'ai commencé à jouer, il y avait Zach Mercer. Donc on m'a dit, si tu veux jouer, il faut aller à troisième ligne. Après, l'année dernière, il y avait Sam Simmons. On m'a dit, bon, si tu veux jouer, c'est troisième ligne. Et là, cette année, il y a Billy. Donc on m'a dit, bon, si tu veux jouer, tu décales un petit peu. Non, après, tout le poste de troisième ligne m'intéresse, il me plaît énormément. Mais je sais qu'au fond de moi, en fin de carrière, je vais peut-être avancer d'un cran. Je pense que ça. J'essaie de Comme Yakuba. J'essaie de pas y penser, mais je sais que ça va arriver un jour. J'essaie de le retarder le plus tard possible, mais je sais que ça va Ça arriver. va, t'as du temps devant toi. Ouais, Là. j'ai encore du temps. Val également qui demandait sur le chat là ou sur X qui disait est-ce que tu vois d'autres jeunes au centre qui t'impressionnent, qui potentiellement d'ici quelques mois, années, est-ce que la relève te plaît? Bon, pour le troisième ligne, je ne sais pas exactement. Il y a plein de. Après, au centre de formation, il y a plein de très bons joueurs. Mais c'est vrai que là, le premier qui me vient en tête, c'est Liam Akrab, qui a été meilleur joueur destination moins de 20 ans, qui progresse beaucoup de semaine en semaine. Donc, non, même dans son état d'esprit, il travaille beaucoup en ce moment. Donc, c'est positif. Et je pense que s'il continue comme ça, il jouera beaucoup plus de matchs qu'il a joué cette année. Ton papa, t'en parlais tout à l'heure, tu l'as évoqué très rapidement. Il a été évidemment rugbyman, professionnel à Montpellier, à Toulon, à Agen. Il a été champion de France avec Biarritz en 2002. J'imagine pas de souvenir même de sa toute fin de carrière à Béziers. T'étais minot, t'étais tout petit. Non, j'ai pas de souvenirs. J'ai revu des matchs à la télé des fois de lui quand il jouait, mais après sur les terrains, j'ai pas trop de souvenirs. Non. Et est-ce que c'est une question classique à un fils d'eux entre guillemets, mais est-ce que vous échangez beaucoup sur le rugby? Ou est-ce que il te laisse tranquille sur la gestion de ta carrière? Non, bon, sur la gestion de ma carrière, il me laisse tranquille, mais après c'est moi qui le sollicite beaucoup aussi pour qu'il puisse aussi me donner son avis. On échange énormément sur tout. De toute façon, on a un lien très très proche lui et moi, donc même avec tous mes frères, donc c'est vraiment positif. Et on échange énormément sur le rugby et sur la gestion de la carrière, tout ça, et c'est lui qui m'aide le plus. Ouais. Lenny, comment t'expliques qu'il y ait autant de fils d'eux dans le rugby? C'est assez exceptionnel. Alors, en équipe de France, en ce moment, il y a Roumat, Ntamak, Penaud, qui étaient leur papa en équipe de France au milieu des années 90. Et là, les trois sont dans les années maintenant. Comment t'expliques qu'il y ait cette filiation entre toi et ton père et entre toutes les générations que tu connais et qu'il y ait autant de facilité pour vous peut-être à percer dans ce métier-là? Ouais, je pense que ça peut-être un peu les gènes aussi, peut-être un peu les gènes et je pense d'aller au stade, même si j'en ai pas des souvenirs, peut-être que d'aller au stade des bébés, de voir les matchs, de voir comment se passe le vestiaire, tout ça, peut-être que en grandissant, on a un peu plus de facilité à s'adapter à ce milieu-là parce qu'on l'a connu depuis tout petit et les papas peuvent aussi nous expliquer plus facilement ce monde aussi qui est le rugby. Donc, je pense qu'il y a un peu de tout qui joue pour que ça soit plus simple pour nous. Et comme tu as revu des matchs de ton père, est-ce qu'il aurait sa place aujourd'hui au MHR? Si on voulait déclencher des bagarres, il serait titulaire indiscutable. Si on voulait les faire ailleurs, non. J'ai pas vu beaucoup de matchs, mais j'ai eu beaucoup d'échos. Et bon, c'était pas le meilleur joueur de rugby que le rugby est connu, mais c'était un joueur vaillant et très méchant. Donc moi, ça me va qu'on le caractérise comme ça. C'est un bagarreur? Quand il fallait y aller, en tout cas, je sais qu'il s'échappait pas. C'était des vraies bagarres, Lenny, à l'époque. C'était pas général par le maillot et je te pousse. Hein. Oui, maintenant, tout le monde peut y aller. Même moi, je peux y aller au milieu. Mais à l'époque, si on y allait, c'est pour s'y filer. Donc, c'est différent. Tu y es déjà allé, d'ailleurs? Dans une bagarre. Il y a plus de bagarre aujourd'hui. Oui, quand on était plus petit. Mais maintenant, il y a tellement de sanctions lourdes. Je pense qu'on y perd tous un peu plus à vouloir. Si on veut se battre, on y perd tous un peu plus que de se battre. Maintenant, je pense qu'une bagarre, c'est 6 ou 7 matchs, je crois, de suspension. Donc, c'est un quart du championnat pour une bagarre. Et en plus, si tu gagnes pas, tu as vraiment tout perdu. Donc, Jefferson Poirot a pris 2 matchs pour avoir tiré le maillot. Oui, c'est ça, pour avoir.
Faut vraiment que ça en vaille le coup, quoi. Faut vraiment que le mec en face, il t'ait. Ouais, ou alors tu le défonces vraiment, quoi. Faut que t'aies gagné quelque chose. Tu ressors du terrain un peu content. Tant qu'à faire, t'as pris rouge, mais t'as gagné, quoi. Il y a Marius là qui disait sur le chat par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, rentrer dans la cage en deuxième ligne, ça va pas l'aider pour la calvitie. Ouais, t'as frotté, mais non, mets le casque. Mais le cas, C'est bon. Pour les oreilles aussi. Ouais. Et j'avais des questions, j'en ai plusieurs. Alors voilà, c'est pas pour te mettre évidemment en difficulté, mais est-ce que la situation actuelle de Béziers te touche? Est-ce que ces histoires de repreneurs, de reprises, de clubs en difficulté, quand c'est voilà le club dans lequel tu as été formé, ton club de cœur au départ, est-ce que ça te touche, ouais, est-ce que ça te fait du mal? Oui, c'est forcément un petit peu. Enfin, c'est un peu embêtant parce que c'est le club, c'est un club que j'aime beaucoup et de savoir qu'il y a un peu tout qui est dans le flou. Surtout que mon C'est le chien, ça. Le chien, il y a attaque du chien. Il fait jouer depuis tout à l'heure. Là. C'était un chien ou un enfant, il fallait pas se tromper. Ouais, qui font que du bruit en plus. C'est infernal. Non, mais du coup, ça me touche pas, mais c'est forcément frustrant parce que mon père, en plus, il entraîne les sports de Béziers. Donc voilà, j'ai un peu tous les sons de cloche et c'est un peu chiant de voir un si beau club, un si grand club dans autant de tournantes. Ouais, c'est clair. J'avais quelques autres questions avant qu'on te libère et qu'on te laisse aller sortir les chiens qui visiblement ont envie de se promener. Sinon, c'est bagarre en direct avec les chiens. En plus, elle a que des jouets qui font du bruit. J'ai pas été bon sur ce coup-là. C'est quoi les chiens? Ça va. Un patou des Pyrénées. Et gros chiens. Ah oui, là, c'est grosse bagarre, là. Ouais. Là, par contre, je pense que je me perds. Je pense que je ramasse tes risques. Tu sais que c'est ça, il n'y a personne qui t'approche avec ça. Hein. Déjà qu'on n'a pas forcément envie de te chercher des noises avec ça. Là, on est tranquille, là. Je vois si j'ai pas raté des questions de supporters sur le chat et sur X. Si vous en avez encore quelques-unes, évidemment, vous y allez. Ouais, moi je me demandais, c'est vrai que dans le rugby on en parle peu, enfin rarement, mais est-ce que tu as grandi toi avec des idoles, notamment à ton poste, mais peut-être pas que, et qui étaient les figures avec lesquelles tu as grandi en tant que jeune, très jeune rugbyman? Moi, mon idole à l'époque, c'est Bakis Bota. Donc, c'était un peu le même railler, profil de mon père, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Mais j'étais fan de lui. Après, quand j'ai commencé à grandir, les Sergio Parissé m'ont beaucoup inspiré aussi. Enfin, même encore aujourd'hui. J'en avais déjà parlé quand on avait été champion du monde moins de 20 ans, mais c'est vrai que la troisième ligne de l'équipe de France aussi me permet aussi de me développer et d'évoluer rugbystiquement. Quand tu vois les performances qui comptent, tu as toujours envie d'essayer de montrer que toi aussi tu peux être de la partie. Donc forcément, ça évolue ton niveau. Léni, il y a un vrai sujet aujourd'hui dont on parle le plus, c'est les commotions. Il y a eu le témoignage de Sébastien Chabal. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète toi aujourd'hui de voir la violence des chocs qu'il peut y avoir? Est-ce que tu as déjà fait des commotions et tu t'es réveillé dans le vestiaire? Est-ce que tu as déjà connu ça, toi? Non, j'ai jamais connu de grosses commotions. J'ai déjà eu des petits on-off, mais jamais de grosses commotions. Et je pense que maintenant, il y a tellement de choses qui sont mises en place pour. C'est pas le même rugby que quand Sébastien Chabal il jouait. Avant, il y avait un KO, on mettait un coup d'éponge, on repartait. Et que maintenant, il y a les protège-dents, il y a les vidéos, on doit passer 3 tests dans la semaine pour savoir si on est apte à pouvoir jouer. Donc, je pense que maintenant, il y a beaucoup plus de sécurité à ce niveau-là. Et ça fait flipper, comme demandait Julien, quand on est jeune rugbyman et qu'on voit, qu'on entend, malgré ce que tu dis, ces témoignages? Oui, c'est un peu surprenant. C'est un peu surprenant de savoir qu'un joueur avec autant de sélections, autant de matchs se souvient de rien. Donc c'est à la limite un peu triste, quoi, parce que tous les meilleurs souvenirs au rugby, il les a sûrement plus en mémoire. Donc ça doit être compliqué. Mais non, maintenant, je pense que maintenant, il y a beaucoup plus il a été à 2 doigts d'aller se battre. Il va parler de battre. Je pense que je vais y aller. Mais non, je pense que maintenant, il y a beaucoup moins de pression à ce niveau-là. Ouais. C'est beaucoup plus sécurisé, on va dire. Cédric qui disait, Léni, quand est-ce qu'on monte à... Je vais y aller. Je disais, Léni, quand est-ce qu'on remonte à Paris? Pour j'imagine pour le Stade de France. Ah, ouais. Ça, je sais pas. Je sais pas.
De quoi tu rêves, toi, Lenny, si tu dis à la fin de ma carrière, j'aimerais avoir. De quoi tu rêves? Moi, j'aimerais avoir des titres, déjà. Avoir des titres de champion de France. Déjà, je pense que c'est un rêve pour tous les joueurs qui jouent en top 14 d'être champion de France. Et après, aussi de prendre du plaisir tout au long de ma carrière. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà, le but, c'est que je m'épanouisse aussi de mes 19 ans, comme je m'épanouis à l'heure d'aujourd'hui, jusqu'à mes 30, 31, 32, je ne sais pas exactement, mais c'est prendre le maximum de plaisir, gagner des titres. Et voilà, je pense que c'est le plus important. Et tu veux qu'on se souvienne de toi comme d'un beau joueur ou comme d'un ferrailleur, comme tu parles de ton père? Ouais, si on peut les deux, c'est le mieux. Hein. Si on peut les deux, je pense que c'est le mieux. Je vais essayer d'acquérir les deux tout au long de ma carrière. Ça serait le mieux. Dernière question, Marius qui nous dit, est-ce que la Coupe du Monde 2027 est un objectif que tu t'es fixé? Oui, c'est un objectif, comme tous les Français, je pense. Tous les joueurs français rêvent de participer à la Coupe du Monde. Donc oui, c'est un objectif. Voilà, il est proche, en même temps, enfin, il est loin, en même temps, il est très proche. Donc oui, c'est un objectif. Et voilà, continuer à travailler pour espérer, pourquoi pas y être. Lenny, j'avais dit 3 quarts d'heure. Je te libère. C'est l'heure de la bagarre avec le Patou. Ouais, on entend qu'il manque, que là, il y a une porte qui vient d'être défoncée, donc il est temps d'y aller. Ils sont notes, là, on m'en fout. Il file le casque et part au combat. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. C'était super sympa d'échanger avec toi. Avec plaisir, merci à vous. Bon rétablissement, prends soin de toi et de ton genou. Et puis, passe un bel été et reviens-nous très fort à la reprise. Et tout le monde te remercie là sur le chat. On est ravis d'avoir été avec toi. Merci beaucoup, Lenny. Ouais, merci à vous, merci beaucoup. Merci, Lenny. Bonne soirée. Ciao, bonne soirée à toi. Ciao. Messieurs, je vous garde. Vous deux, je vous garde encore quelques minutes. Il est bonne cool, soirée. Toi tu le connaissais évidemment, Lenny, tu le connais bien, tu le côtoies avec les confs, avec les matchs, etc. pour RMC, mais d'abord il est facile et en plus il est vraiment, vraiment très très sympa. Ouais, ça fait partie des bonnes pioches qu'avait pu faire Johan Codulo. C'est un bon joueur, très sympa. Moi j'avais fait quelques entretiens avec lui et bon, il se prend pas trop la tête, il n'y a pas trop de langue de bois. Non, ça fait partie des bons clients et puis c'est un joueur sur lequel de toute façon le MHR veut s'appuyer sur l'avenir. Ils réfléchissent déjà à le prolonger même d'ailleurs, parce que Lenny a dit je suis encore la saison prochaine, mais ils réfléchissent déjà à essayer de verrouiller Lenny Nouchi, parce qu'évidemment c'est des profils recherchés par les clubs de top 14. Tu parles. Et ils aimeraient évidemment que ça soit un petit peu comme tu as parlé tout à l'heure, Ouedraogo, la tête du projet du MHR sur les années à venir. Quand tu as un mec du coin, du cru. Mais il est là, Benji Je crois qu'il c'était. En fait, moi, j'avais un problème, Bébert, c'est que, en fait, Lenny, je t'envoyais des messages, j'avais un gros bug, j'entendais un mot sur deux. En fait, j'entendais rien, Lenny, j'avais un problème. Je te l'ai filmé. Mais c'est vrai que quand tu as un mec du cru, du coin, il est dans. qui est un champion du monde moins de 20 ans international, capitaine qui est d'ici. Moi, je le fais signer, je le fais signer 5 ans, je fais des contrats de fou. C'est génial. Si vous voulez aller venir me le piquer, il va falloir envoyer sévère. Parce que le gars, t'imagines, pour l'image, en plus, on a eu le coach il n'y a pas longtemps. Et quand tu entends Lenny, quand tu entendais le coach, dans le discours, tu vois qu'il a formé, tu vois qu'ils sont très proches dans le discours. Tu sens les mecs du coin, qui ont une fierté d'être d'ici et tout. Et c'est vrai que ça, la chance que tu as à Montpellier, c'est d'avoir un gars qui est d'ici aussi fort. C'est vraiment très, très fort comme ça. C'est toujours pareil. Après, comme il dit, il est ambitieux et c'est normal vu son niveau et son jeune âge et ce qu'il a déjà produit. Donc forcément, si tu es en capacité de jouer les premiers rôles, tu lui permettras de rester à Montpellier. Le problème avec ces joueurs-là, le problème va se passer si jamais tu continues à faire des saisons 8, 9e, 10e, que tu joues dans la rigueur la petite Coupe d'Europe et tout, et qu'un jour Toulouse, ils vont venir taper à la porte ou être comme ça. Ben, le risque, c'est qu'il privilégie sa carrière à l'aspect local. Ça, c'est Toulouse, tu joues pas toujours. Hein. Ouais, je te parle. Parce que, mais toi, l'exemple, c'est Arthur, il en parlait, Arthur Vincent, formé à Moguio, premier capitaine de Garbajosa. Toulouse est venu le chercher et je pense qu'Arthur, il a cette envie d'être aussi marqué, peut-être jusqu'à la fin de sa carrière, du MHR. Alors, évidemment, tu es 11e toutes les saisons avec, comme tu dis, Bordeaux ou Toulouse viennent te chercher. Au bout d'un moment, tu vas te dire, si je veux gagner les titres, il y a quand même plus de chances de les gagner là-bas. Mais je pense que c'est les enfants du cru qui c'est un ont petit grandi avec le MHR. Juju, c'est un petit air de TJ.
un petit air de TJ quand il y a quelques clubs qui sont venus taper à la porte Ouais. un peu des bons clubs et qui ne voulaient pas partir parce qu'il est d'ici, il était trop bien ici. Mais ce que tu me dis d'Arthur, c'est un petit peu la même chose. Ou comment tu fais quand tu es d'une ville où le club est bien, mais c'est pas un top club et toi, tu es un top joueur international. Un petit peu sur Par le contre, si cas Arthur il fait comme TJ, il va finir pilier par contre. Ouais, ça, la petite attaque. Oh là là. Puisque vous parlez du MHSC, je rebondis, ça vient de tomber. La DNCG, c'était aujourd'hui. Montpellier vient de valider son passage devant la DNCG. Absence de mesure, aucune mesure, pas d'encadrement de la masse salariale, pas de, évidemment, encore moins de rétrogradation ou quoi que ce soit. Ça va être le cas pour tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, je t'annonce. À part peut-être Lyon. Ouais, encore. Mais non, mais à tous les clubs, on a demandé de ne pas compter les droits télé. Donc là, ils présentent tous des budgets sans droits télé. Donc tu ne vas pas pouvoir leur dire, ah, mais messieurs, là, je pense qu'ils vont tous s'en sortir, à part Lyon, qui, à mon avis, en difficulté. Ils vont tous passer, je pense, sans. Toi, tu n'es pas surpris? Non. Ils peuvent pas. Tu fais quoi là? Tu tapes sur le MHSC en disant, messieurs, vous avez un trou de 20 millions. Et moi, je suis Laurent Nicolas. Je dis, bah, si j'ai un trou, c'est quand même en partie de votre responsabilité. Alors, pas de la DNCG, mais c'est quand même. Le problème, c'est que c'est la Ligue. La Ligue, ils ne peuvent pas dire à la DNCG de taper sur les clubs alors que c'est la Ligue qui est responsable des clubs aujourd'hui. Tu veux dire qu'ils vont être plus conciliants de par. Oui, bien sûr. Je ne suis pas surpris. Après, on a appris que le budget va baisser considérablement. On a appris ça aussi. Après, par exemple, tu vois, Lyon, s'ils se présentent avec 300 millions de dettes, on va leur dire, messieurs, les droits de télé, là, par contre, Laurent, qui avait épongé, qui avait un trou de 20 millions, ils savent d'où vient ce trou de 20 millions. Ce n'est pas d'une mauvaise gestion du MHSC. Quoi. Non, alors, le problème, c'est que Lyon. Pas que d'une mauvaise gestion. Laurent, il a aussi la société, même s'il a dit en début de saison dernière et qu'il a redit au cours de la saison qu'elle n'avait pas vocation à mettre la main au portefeuille à chaque fois. Mais de toute façon, on savait que sur ce passage DNCG, il y avait des garanties qui faisaient que le budget, ce sera 15 millions d'euros la saison prochaine. Il y avait un gros article dans Midi Libre ce matin, divisé par 2, plus que 2 même, 20 millions de moins. On était à 35. 15, c'est moins que ce qu'avait le Paris FC Lorient et Guingamp la saison passée. C'est celui de Metz qui est monté, même si évidemment on ne peut pas complètement comparer parce que tous les budgets pour le coup vont être revus sans doute à la baisse. Mais pour vous donner une idée, 15 millions, ça aurait été un gros budget en Ligue 2 la saison passée. Ça aurait fait partie du top 5 ou 6. C'est 3, c'est Metz, c'est ces budgets-là bien pas très loin que les 16. Donc, ça le sera encore l'année prochaine. Juste, ça fait longtemps qu'on t'a vu dans l'émission. Comment tu la vois venir cette saison, justement, et avec ces nouvelles données, ce qu'est l'effectif aujourd'hui? Alors, pour vous dire tout de suite, on ne va pas vraiment parler mercato ce soir parce que c'est très calme. Il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas d'infos à donner. Ça n'a pas bougé. Le club, en plus, attendait la DNCG, était concentré sur ça. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire ce soir. Mais donc cet effectif, pour le moment, ce qui se dessine, ce que tu vois, ce que tu entrevois, comment tu vois les choses? Non, mais j'en reviens. Je pense que Zoumana Camara est le meilleur choix possible que Montpellier ait pu faire. Un jeune entraîneur qui connaît les jeunes, qui va se faire les dents. J'ai aimé de ce que j'ai vu de Zoumana Camara sur la fin de saison, de ce qu'il a essayé de mettre en place. J'aime cette première recrue du Mercato, Laporte, quelqu'un d'habitué à la Ligue 2, qui vient de monter avec Lorient et qui donc refuse de rester à Lorient parce que tu as 1 an. Et donc toi, malgré tout, j'imagine que si tu lui proposes 2 ans, c'est-à-dire que tu lui proposes un projet en disant on va monter d'ici 2-3 ans. Sinon, Laporte, il ne vient jamais en se disant je ne vais pas rester en Ligue 2 dans un club qui n'a pas d'ambition. Donc, je pense que si Montpellier récupère un joueur comme ça, c'est que Montpellier a de l'ambition. Moi, j'ai dit qu'il fallait un joueur d'expérience par ligne. Je pense que tu as trouvé ton défenseur central. On verra qui on va garder en défense centrale. Il te faut un mec au milieu de terrain, un costaud récupérateur. Il m'a écouté, Bébert, c'est sûr. Il m'a écouté. Et il faut un attaquant. Moi, je pense qu'il t'en faut un par ligne. Un par ligne. Après, tu fais un mélange avec les quelques jeunes que tu as du centre de formation. Tu vas chercher 2-3 joueurs à droite, à gauche pour compléter tout ça. Et je pense que c'est largement suffisant. Un bon gardien, un bon défenseur central, un attaquant qui te met 15 buts dans la saison et un milieu travailleur. Et je pense que tu pourras être pas loin de jouer la montée. Et puis, moi, je trouve que Camara, c'est bien. Voilà, je pense que tu repars sur des bases saines. La question, c'est est-ce que tu vas arriver à vider le vestiaire ou pas? Voilà, la question, elle est là. Elle est là, la question.
Elle est là la question parce que ça va conditionner ton mercato et ça va peut-être le conditionner très tard. Et moi, j'espère vraiment pour les finances et pour le côté sanitaire du vestiaire que Montpellier va parvenir à se délester d'un certain nombre de personnes et de personnages. Bah, ça va être compliqué, Bébert. Ça va être compliqué. Je sais que ça va être compliqué. Les cas de Ferry et TJ, surtout TJ avec ce ménisque-là, avec cette opération, ça va être encore plus compliqué de le faire partir. Donc, je ne serais pas surpris. Après, et moi, TJ fait une préparation d'enfer et qui se remet la tête à l'endroit. Je pars en Ligue 2, les yeux fermés avec TJ Savanier. Bah, en fait, Jules André, c'est moi il y a une semaine, en fait. C'est exactement tout ce que j'ai dit, Juju. Dans le sens. Mais après, le problème, c'est que ce qui m'inquiète plus, c'est sur la mentalité. Est-ce qu'il va aller voir Laurent taper à la porte en disant je vais faire un sacrifice financier parce que j'ai mis le club aussi, j'étais ton capitaine dans cette situation-là et c'est à moi de tout faire je veux rester ici à vie et de tout faire pour le faire remonter et là je vais faire les efforts que j'ai pas fait en Ligue 1. Je te dirais être comme toi, je signe de suite et TJ c'est 15 passes dans Ligue 2 et il va me remettre des coups francs et tout. Mais je l'ai vu avec lui en Ligue 2 où il volait chaque semaine. Je l'ai vu, Ali et moi, Arles, il commençait à voler aussi. En Ligue 2, je l'ai dit à Bébert, parce qu'on a dans le débat, dès qu'on a su qu'on descendait à 3 mois, j'ai dit à Bébert, il faut qu'on aborde le sujet TJ pour la Ligue 2. Mais le TJ de cette saison, comment il était, même en Ligue 2, ça passe pas. Ça passera pas même en Ligue 2. Mais même par pire contre, en Ligue 2, parce qu'en Ligue 2, ça court. Mais est-ce que tu reverras le TJ que tu as connu à Nîmes, à Montpellier? Est-ce que tu le reverras? On ne sait même pas. Et pour moi, c'est qu'une affaire là. Est-ce qu'il veut se refaire mal, se refaire les efforts, refaire attention à tout, au poids, ce que tu veux? Est-ce qu'il veut le faire réellement? C'est ça l'interrogation que j'ai. C'est vraiment ça. Après, à Nîmes, il ne faisait pas forcément très attention, hein, mais il était impliqué. Non, mais attention, Juju, si tu ne fais pas attention à 26, 27 ans, 26 ans, tu ne fais pas attention. Et à 33 ans, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Non, mais j'aime l'idée qu'il y ait un nouveau préparateur physique qui arrive, une cellule performance qui se mette en place. Je pense que Montpellier avait du retard. Je pense que Montpellier avait des années de retard sur tout ça et que moi aussi. Non, mais voilà. Moi, aujourd'hui, j'aimerais y croire en me disant que le budget présenté ce soir sera l'un des gros budgets de Ligue 2. La première recrue me laisse penser que Montpellier a des ambitions d'aller chercher un joueur comme ça qui a connu la montée en Ligue 1. Et après, voilà, aujourd'hui, la clé de l'avenir, c'est qu'est-ce que tu fais des poids morts du vestiaire? Qu'est-ce que tu fais de tes Omer Agic, Julien, tous ces joueurs-là qui sont des gros salaires? Est-ce que, tu vois, Kiki Kouyaté, par exemple, moi, pareil, Kiki Kouyaté en Ligue 2, s'il investit et qu'il baisse son salaire, mais les yeux fermés, je repars avec Kiki Kouyaté en Ligue 2. C'est ce que j'avais dit aussi, je pense. Après, n'enlève pas, Juju, un facteur important. Là, on parle de cas individuels. Oui. Mais dans la dynamique collective, je pense qu'il faut enlever le plus possible de joueurs, même si je suis d'accord, hein, ça peut faire l'affaire. Mais avec comment ils ont été marqués par cette saison, qui est une saison historique, je pense que la première chose à faire, et Camara, Zoumana doit le savoir, c'est en fait, il faut enlever le plus possible de joueurs, parce que rien que psychologiquement, il faut apporter de la fraîcheur et de la nouveauté. Et des Kouyaté, des TJ, des Ferry. Ça rejoint le discours de Gasset qui disait ce vestiaire, il aurait fallu régénérer parce qu'il était trop marqué par les mois précédents. Et en plus, n'oublions pas que tu avais recruté Nordin, Sacco, Kazri, qui avaient fait descendre Saint-Etienne en Ligue 2. Je l'avais trouvé ça fou de recruter 3 joueurs qui avaient connu une descente et qui étaient marqués par une saison catastrophique. Et là, la saison, Lucas qui disait comment on pouvait avoir 41 millions d'euros de masse salariale et 35 millions d'euros de budget. Ben justement, c'est ce qui fait que tous les ans, il y avait 10, 15 ou 20 millions d'euros qu'il fallait de déficit. Tu partais avec un déficit considérable. C'est parce que ta masse salariale, je crois qu'elle occupait 90% de ton… C'est une folie. Là, pour le coup, Laurent, la gestion du club sur cet aspect-là a été catastrophique. C'est pour ça que tu as vendu à Panic Buy en janvier, à Adams, Tamari, Nordel. Tu les as très, très vite vendus parce que tu n'avais pas le choix. Le sportif, de toute façon, on l'avait dit, Bébert, en janvier, on descendra parce que le sportif n'est plus devenu une priorité pour le club. C'est le financier la priorité. Et il a été obligé de les vendre comme ça au mercato de janvier rapidement, exactement pour ces raisons-là. Il y avait eu une mauvaise gestion financière avant. Exactement. Et il l'avait dit dès le début de la saison. J'ai relu tout à l'heure une interview qu'il avait donnée à Midi Libre à l'époque. On était en début de saison qui vient de s'écouler, où il disait déjà
qu'il allait falloir vendre d'ici la fin du mercato estival d'il y a un an, et que s'il n'avait pas vendu ce qu'il voulait, il revendrait. En fait, il avait prévenu, moi j'avais zappé cette phrase, il avait dit, si j'ai pas vendu cet été, je revendrai cet hiver. Il avait prévenu que de toute façon, c'était un aveu d'échec sur la masse salariale, et ce que tu disais, Jus, sur des joueurs qui, ne donnaient pas satisfaction, qui étaient trop payés. On était à 8 joueurs au-dessus de, au-dessus de 100 000 euros. Salaire moyen brut 75 000 euros à Montpellier, et avec des joueurs où ça montait jusqu'à 210 000. Voilà, Laurent avait bien compris à ce moment-là, il y a un an, avec la chute des droits télé, qu'il allait dans le mur et que c'était trop. Ça fait même pas qu'un an que tout le monde est vendable à Montpellier, ça fait des années et des années. Oui, mais lui, il a compris ses erreurs il y a un an en termes de masse salariale. L'une des grosses erreurs, c'est qu'avant, Montpellier était réputé, comme certains autres clubs, pour avoir une sorte de salary cap. À l'époque, il y a une dizaine d'années, où tu n'avais personne au-dessus de 100 000 balles par mois. On mettait personne parce que voilà, c'était le salary cap et on ne voulait pas. C'était à l'époque de Loulou. Loulou ne voulait jamais et tout ça donner. Et maintenant, c'est vrai que le football actuel fait qu'il y a eu de plus en plus d'argent, et pour garder tes joueurs, notamment TJ, c'était le problème qu'on disait. Pour le garder, tu es obligé de le faire passer des caps et des crans au-dessus. Caserie, ça, j'ai pas compris. Mais à la rigueur, un TJ, tu pouvais te dire, il t'a porté pendant des saisons. J'ai pas le choix. Si je veux le garder, il y a les sirènes qui arrivent. C'est tous les salaires donnés aux joueurs moyens de ton équipe. C'est ça, c'est plus sur les joueurs moyens qui sont payer les top joueurs chers, tu le comprends. Et les salaires moyens, comme dit Bertrand, après, le problème, le problème, c'est qu'au moment où tu signes un mec, tu sais pas ce que ça va donner. Si tu signes 3 ans, Benji, tu jouerais aujourd'hui au MHSC, tu serais devenu riche. C'est dommage. J'ai essayé de braquer. Il a voulu te recruter à une époque, il nous l'avait dit, Laurent Nicolin, il y avait songé. Tu sais pas à combien ils t'ont recruté? Non. À l'époque, c'était pas les mêmes montants. Moi, j'étais très jeune et tout. On n'avait même pas parlé d'argent. Il m'avait dit qu'il voulait que je vienne à Montpellier parce qu'il savait que j'étais d'ici. Donc, il avait joué sur la corde un petit peu, revient au Bercail. Et moi, j'avais toujours rêvé de jouer à Montpellier. Mais après, j'étais à Toulouse et je pouvais pas. C'était mon club formateur. Je pouvais pas leur faire ça. J'aurais dû d'ailleurs. Mais voilà, c'est un peu le regret. Mais on parlait même pas d'argent. Après, c'était pas des montants énormes. Ton premier contrat pro, à l'époque, le premier contrat pro, c'est pas comme maintenant où t'entends à 13 ans. Là, j'en parlais avec des recruteurs. On m'a expliqué le foot de maintenant parce que moi, je suis à l'ancienne. Mais on m'a expliqué les montants et les sommes dans certains clubs qui donnent à des gars de 12-13 ans, les primes à la signature et compagnie. Et je suis devenu fou. Et moi, ça n'existait pas à mon époque. C'est même les grands joueurs. J'ai dit, je suis pas né à la bonne époque. Ah, mais c'est sûr que maintenant, il y a tellement de trucs, de business, d'agents, d'enjeux. Les mecs de 15 ans, ils ont des mecs qui leur gèrent leurs réseaux sociaux pour faire des fautes. Ils sont déjà sponsorisés de partout. Les parents derrière, tu prends des primes de signature parce que maintenant, tous les clubs anglais, ils viennent chercher ce que tu veux. J'en ai parlé avec des personnes là, il n'y a pas longtemps. J'étais choqué d'entendre les montants qui se passent. Et là, le changement dans le foot actuel où maintenant, les mecs à 14 ans, 15 ans, tu leur proposes le contrat pro direct parce qu'en fait, tu fais tout pour les garder, alors que nous, ça n'existait pas à l'époque. Et tu fais tout pour les garder et les parents, tu mets des sommes astronomiques sur les mecs. Et ça ne m'étonne pas en parler de ça parce qu'il m'expliquait, la personne, sans trahir de secret, qui est dans un grand club français qui m'expliquait ça, me disait, il ne faut pas s'étonner après aussi. Si les mecs à 16-17 ans, les jeunes, ils deviennent fous et on a les écarts qu'on a vus dans le comportement, dans l'attitude, parce qu'on donne des millions déjà d'euros à des personnes. À 14 ans, on propose des millions d'euros et des centaines de milliers d'euros en salaire à certains joueurs. Les agents, ils font le tour des mains courantes à partir de 12-13 ans. Moi, avant, on venait nous voir à partir de 15-16 ans. 18, ouais. Et moi, ils sont venus me chercher, par exemple, Toulouse est venu me chercher, c'est des recruteurs. Il y avait un peu d'agents, mais légers. Mais ils sont venus à 15-16 ans. Maintenant, tu vas dans un tournoi U9, U9, U10, n'importe où, tu les vois déjà. Tu as du monde déjà et ils vont voir les parents. Et vas-y, c'est de l'abus pour moi. Enfin, bon, c'est un nouveau football. Ça arrive aussi au rugby. En train d'arriver au rugby. Ça arrive aussi. Depuis plusieurs années, le rugby, un petit peu dans tout, ça devient le foot. Hein. Un petit peu, ça devient un peu le foot. Hein. Il y a Lucas qui disait là sur le chat, parce que vous savez, il y a une baisse automatique qui est prévue par la convention collective du footballeur professionnel qui fait que ton salaire diminue automatiquement si tu es rétrogradé de Ligue 1 à Ligue 2 et qu'après il y a des négociations possibles. Et il disait, j'ai lu que ça avait été remis en cause. En fait, j'ai lu aussi cet article, c'est un article, mais ça date. Hein. Ça n'a pas remis en fait en cause la convention qui est toujours en vigueur. Mais il y a un joueur de Guingamp, visiblement, qui en 2016
avait obtenu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, avait obtenu une remise en cause indirecte de la charte du football et de cet article-là. Mais en fait, elle est toujours en vigueur, hein, cette charte et cette convention, elle existe toujours. Il y a bien dans les textes de la Ligue de foot. C'est 20 ou 30%? C'est ça, c'est 20 ou 30%. C'est 20%, il me semble. C'est 20% automatique et après, tu as des négociations possibles. Voilà, ce qui se passe, Bébert, des fois dans les clubs, notamment les clubs qui font l'ascenseur, qui ont l'habitude de faire l'ascenseur et tout, en fait, en général, chaque année, dans le contrat, quand tu signes, elle est dictée en fonction de la Ligue 1 et de la Ligue 2. On ne parle même pas des 20%. Ça veut dire qu'on te dit en Ligue 2, si on est en Ligue 2, c'est tant de salaire. Si on monte en Ligue 1, c'est tant de salaire. Ils font ça un petit peu pour se couvrir aussi. Notamment, imagine le cas d'un TJ qui est à 210 bruts en Ligue 1. Je crois qu'il n'y avait aucune clause de Ligue 2 dans les contrats montpelliérains. Ben, le problème, c'est que s'ils n'ont pas anticipé… En vrai, tu parles du salaire de TJ, mais tu connais, toi, le salaire de TJ? Non, mais c'est dans le sens, c'est sorti de partout, on le sait. Il a dit lui-même en plein match. Mais le problème, c'est que si t'es comme ça, juridiquement, Montpellier peut être dans la mouise, parce que ça veut dire qu'en Ligue 2, si tu n'enlèves que 20 ou 30% ou un truc comme ça, tu peux te retrouver avec un joueur à 150 000 par mois en Ligue 2 ou quelque chose comme ça. C'est qui n'existe pas, qui n'a jamais existé dans l'histoire du foot pratiquement. Et donc, c'est vrai qu'en général, les clubs qui sont un petit peu prévoyants, tous, ils te disent en Ligue 1, c'est temps, en Ligue 2, c'est temps, et on voit. Et au moins, tu es calé, tu es acté comme ça. Moi, les contrats que je signe à chaque fois, on me disait en Ligue 1, c'est ça, en Ligue 2, c'est ça. Alors, j'étais souvent dans des clubs, c'est vrai, moi qui avais l'habitude, qui faisait l'ascenseur. Voilà, mais c'est vrai que Montpellier, vu les 3 années qui ont précédé, avec des maintiens, des sauvetages un petit peu tardifs, quand toujours on a eu peur de descendre, c'est vrai que Montpellier, j'espère pour eux qu'ils ont prévu dans les contrats des TJ, des ferries et tout, mais en cas de descente en Ligue 2, c'est pas moins 20 ou moins 30% que tu vas prendre, ce sera moins, mais en fait, au final, tu mettras, c'est plus. Parce que si tu passes TJ, un gros salaire, un très gros salaire de Ligue 2, c'est 50 000 ou 60 000 par mois. S'il passe de 180 à 50, 60 000, ce serait déjà beau, mais ce serait pas 30% de moins. C'est ça que je vous expliquais, ce serait 60, 70%. Donc voilà, c'est ça le truc, c'est ça le risque pour Montpellier aussi qui peut arriver. Sinon, tu fais un loft, comme tu disais, Bébert, tu fais un loft, mais ils partiront pas. Moi, c'est ce que je ferais. Bah, ils partiront pas, t'en sais rien. Angers avait réussi à faire partir des joueurs de cette manière-là. Hein. Angers fait des lofts chaque année. C'était là, mais des joueurs peut-être qui sont un peu plus là. Quel club va venir chercher peut-être des TJ, des ferries à leur âge après la saison qui a été faite? Eux, ils ont un salaire conséquent. Mais quel club va venir le chercher? L'idée de faire un loft, c'est aussi d'inciter le joueur et ses représentants à chercher des solutions qu'ils ne trouveraient pas ou pour lesquelles ils ne se bougeraient pas forcément si tu ne mettais pas ça en place. C'est l'idée du club quand il met en place un loft. C'est de piquer le joueur et son entourage pour leur dire de toute façon, votre joueur ne va pas jouer. Donc, trouvez une porte de sortie. C'est l'idée. Est-ce que les joueurs t'ont montré réellement qu'ils étaient compétiteurs, qu'ils avaient envie de rebondir dans leur carrière cette saison? Moi, je pense qu'on est au soleil, il fait très beau. Mais il y a certains joueurs qui vont prendre des très gros salaires. Ouais, mais je ne suis pas certain que tous parmi ceux que tu veux faire partir aient envie de faire une saison blanche. Après, les lofts, regarde, les lofts, c'est pour bluffer, mais au bout d'un moment, ils reviennent. Hein. Ils reviennent toujours. On a fait des lofts? Love Story, C'était moins répandu. C'était moins répandu à mon époque. C'était un petit peu moins répandu. Mais moi, j'ai connu, oui, j'en ai vu. Moi, j'étais pas dedans, mais j'ai des potes qui étaient dedans. Et ces potes-là, en fait, on leur a fait comme tu dis. Partez, vous ne jouerez pas, vous êtes à la cave. Mais à un moment donné, quand tu mets l'UNFP et compagnie, tu mets tout le monde dans l'histoire et qu'en fait, tu es obligé d'avoir un gars qui a le diplôme déjà pour t'entraîner, déjà, même si tu n'es que 2 ou 3 dans le loft. Oui, et au final, quelques obligations. Regarde, à Marseille, Chancel Mbemba, une saison que tu t'es tapé ton meilleur défenseur central, je ne sais pas quel salaire, qui n'a pas voulu partir. C'est ça. Alors lui, dans un loft à 210 000 euros. C'est ça. Je crois que l'obligation, c'est notamment sur le terrain, c'est qu'une partie de la semaine, tu peux les envoyer avec la réserve, mais tu es obligé de les récupérer sur l'approche du match dans le groupe. Tu es obligé de les avoir un petit peu. Donc ça, mais il a raison, Mbemba, d'accord, il a passé une saison, c'est pas bon pour sa carrière du tout, il va peut-être rebondir, mais pense à Longoria, qui a donné un salaire incroyable à un mec qui venait même plus au match peut-être, qui faisait rien. Moi, c'est ce que j'avais dit une fois à 3, ça m'est arrivé par exemple. À 3, ça m'est arrivé, on m'a dit… C'est ce qui s'est passé avec Adrien Hunou là, cette saison à Angers aussi. Hein. Gros salaire à Angers. Et alors attention, le mec a été dans les clous
du début à la fin. Moi, Ah, j'ai eu mais des il a échos raison. à Angers, dans les clous, Ouais. du début à la fin. Mais alors, plus rien à cirer. Ah, mais Mais t'es obligé d'être dans dans les les clous. clous parce qu'ils vont attendre. Ah oui, bah, si tu fais ne serait-ce que le moindre petit écart, tu vas être, il t'envoie faute lourde et là, tu peux tout perdre, réellement tout perdre. Mais moi, ça m'arrivait à 3 pendant un an. Le président, il m'a dit, tu joueras jamais dans mon club, tu joueras pas. C'est une affaire salariale et tout, tu joueras jamais. Je lui dis, il n'y a pas de problème, président, je vais m'entraîner tous les jours. Si vous voulez m'envoyer en réserve, jouer, j'y vais. Je vais m'entraîner tous les jours. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Je dis, mais par contre, vous allez me payer. C'est très, j'avais le plus gros salaire de l'équipe alors que je jouais pas. J'allais me payer ce salaire-là tous les mois pendant que moi j'irais à la pêche à droite à gauche parce que vous voulez pas me faire jouer. Et je suis resté pendant un moment comme ça, pendant des mois et des mois comme ça. Et comme moi je jouais pas le week-end. À 3, tu ne pouvais pas pêcher grand-chose par contre. Tu sais, il y avait là. Il y avait le kiné. Le kiné, il avait un petit 3 pêches, donc je me régalais, j'y allais tout le temps. Et non, et après, au bout de quelques mois, quand ils ont vu que je cédais pas, ils ont essayé de me faire craquer. Et au bout de quelques mois, il m'a dit quand j'ai commencé à ouvrir ma poissonnerie à 3, ils se sont dit, il est bien installé à 3, il est sur le marché tous les dimanches. C'est comme ça que Benji s'est retrouvé avec 2 pages récemment dans l'équipe. Pas sur sa carrière de footballeur, mais sur sa carrière de pêcheur. Ah, mais j'en suis plus fier. Ah, je suis beaucoup plus fier de ma carrière de pêcheur que de footballeur. Parce que là, c'est pas dans les. Attends, j'ai fait le magazine Voyage de pêche là. Moi, tu m'as raconté des anecdotes de ta carrière de footballeur. Je suis pas sûr que tu aies eu les mêmes anecdotes dans ta carrière de pêcheur. Hein. C'est différent, c'est différent. Mais bon, c'est mes 2 passions. Après, on ne peut pas comparer, c'est mes 2 passions. Mais pour vous dire qu'en fait, dans un loft, Bébert, le joueur est perdant, mais surtout aussi le club est perdant. Parce que le club, il te raque tous les mois. Ça leur fait mal et ils te voient aller faire des footings ou moi aller à la pêche ou des choses comme ça. Donc tout le monde est perdant dans les lofts et je sais pas si à Montpellier ça passerait. Je sais pas si Laurent Nicolet il aimerait aller voir 3-4 joueurs l'après-midi revenir à Gramont. Parce qu'en fait, tu les fais revenir quand tu veux, c'est ça. Tu les fais revenir faire des footings et leur dire donner tant par mois. Je sais pas si Laurent Nicolet ça lui plairait de voir ça. Non. Bon, affaire à suivre. Il y a un gros article là, sur le site du Midi Libre sur le passage devant la DNCG avec qui était devant le gendarme financier ce matin. Et voilà, c'est signé par Max Reynaud. C'est signé Max Reynaud qui a attendu le PV ce soir. Ils ont été les derniers. Après Caen, après Lens, ils ont été les derniers. Jules Landry, merci beaucoup. Jules, avec plaisir. C'est quoi la prochaine qu'on t'écoute sur RMC? Samedi soir, grand multiplex de top 14. Je serai à Perpignan, moi d'ailleurs. Pour le Comment Perpignan ça? C'est quoi cette histoire? Oui. Est-ce que le Montpellier-Clermont a quasiment pas beaucoup d'enjeux malgré tout? J'y serai en plus, Juju. J'étais venu, j'ai dit je vais voir Juju. Je viendrai peut-être à l'après-match, on verra. Ça va traîner. Ça va le finir. Je serai samedi soir sur les antennes pour le multiplex de top 14. D'accord. Et après, rideau? Et après, après demi-finale du top 14, finale du top 14. Oh, et après, ouais. On a un monsieur là quand même, maintenant, parce que je l'entends, il fait les Coupes d'Europe, la finale, il a fait du bébé en finale. Je l'entends, j'envoie des messages des fois, je l'entends. Nous, on finit la saison quasiment en partenariat avec RMC parce qu'on a Jules ce soir avec nous. Semaine prochaine, et en tout cas les semaines qui viennent, il nous reste 2 émissions et ensuite on aura des émissions spéciales Tour de France au mois de juillet. Mais il nous reste en gros 2 émissions et on devrait être avec Julien Cazard et avec sans doute aussi Jeannot Rességuier qui a débuté sa carrière, qui est en train de raccrocher avec RMC, mais qui a débuté sa carrière dimanche. En commentant. Dernier match de Jeannot, dimanche finale de la Ligue. Ou demi. À la finale ou la demi? Si la France ne passe pas, il fait la demi. Non, mais il va jusqu'à dimanche. Il commentera la finale dimanche. Mais pour la dernière. On va rigoler là, après Cazard et après Jeannot. Grosse carrière. Toulousain, pur jeu, attention, c'est un vrai Toulousain, Jeannot. Moi, j'ai commencé avec. Montalbanais. J'ai commencé avec Eugène Sacomano et après j'étais avec Vendroux à Radio France. Jeannot Rességuier, voilà, ça fait partie de c'est la génération un peu après quand même, hein, mais c'est les grosses voix comme ça de la radio depuis 30 ans. Donc il viendra nous dire un mot de son début de carrière à Montpellier, 36 ans. Jules, merci beaucoup, on t'embrasse. Tout à l'heure, quand il faisait encore jour, tout à l'heure, j'ai vu que l'intérieur avait l'air sympa. Donc on viendra avec Benji. Ouais, il y a du. Ouais, c'est pas. Voilà. C'est pas mal. On se fait inviter. Tu vois là, regarde.
C'est une piscine là-bas, là? C'est quoi ça? On va faire une pool party. Oui. Ah, il est bien. Ah, ça paye RMC, hein, ça paye. Hein. On va faire une pool party chez Jules André. Allez, bonne soirée, messieurs. Allez, Ciao les gars, Tanguy. bonne soirée. Ciao, Merci ciao, à tous ciao. sur le chat et sur X. Merci à tous et à très vite. Benji, Bon, allez, Bébert, mercredi prochain. Mercredi prochain, belle émission. Là. On a des bons invités. Comme ce soir, sympa. c'était cool. C'était cool ce soir aussi. C'était bien. Lenny, très bien. Excellent, top. On s'est régalé. Moi, j'avais un bug. Ça m'a tué l'émission, mais j'avais un bug. Ah, t'as été bon sur la fin. C'est ce qu'on retient, c'est ce que les gens retiennent. C'est ce qu'on me dit souvent. Je suis bon sur la fin. Allez. Allez, Ciao, ciao. Bébert. Ciao, mon Benji. Bis. Ciao. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Bis. Ciao.